Dans l'après-midi du 16 août 1991, à l'aéroport international de Calcutta, un Boeing 737-200 d'Indian Airlines se préparait à décoller pour un court vol intérieur à destination de la ville d'Amphal, au nord-est du pays. Une fois arrivé, l'équipage devait effectuer une courte escale avant de poursuivre vers leur destination finale, Dimapur, et les préparatifs du vol se déroulaient sans encombre. L'appareil prévu pour ce vol portait l'immatriculation Victor Tango Echo Foxtrot Lima et il avait été livré neuf à Indian Airlines en 1977. Propulsé par deux moteurs Pratt & Whitney JT8 Delta 17, il avait, au moment de ce vol, accumulé 33 000 cycles de vol en 14 ans de service. Une vie relativement courte et intense à voler sur le réseau dense de courts trajets d'Indian Airlines, qui reliait des villes à travers tout le sous-continent indien. Cela dit, ce vendredi après-midi, il était dans un état mécanique globalement bon, sans aucun problème enregistré dans son carnet technique. Le trajet que les pilotes prévoyaient de suivre couvrait environ 430 km, ce qui signifiait que le vol entier durerait normalement un peu plus d'une heure, un vol court mais tout de même relativement confortable pour l'équipage du poste de pilotage. Et ils étaient composés d'un commandant de bord de 37 ans, qui ce jour-là totalisait 3 783 heures de vol, dont 2 369 effectuées sur le Boeing 737. Il devait être le pilote aux commandes pour ce premier tronçon, tandis qu'un autre commandant de bord, copilote et pilote surveillant occupait le siège de droite. Un homme de 26 ans, avec 1647 heures d'expérience de vol, dont presque toutes, près de 1400 heures, avaient été effectuées sur ce même type d'appareil. Le rapport final n'a pas précisé comment il avait pu être promu commandant de bord avec une expérience totale aussi faible. Normalement, un minimum absolu de 1500 heures est requis pour cela, ce qu'il avait apparemment. Mais il est en fait possible que sa faible expérience détienne l'une des clés de cette histoire. Quoi qu'il en soit, 4 membres d'équipage de cabine s'occupaient des 63 passagers embarquant pour le vol, portant à 69 le nombre total de personnes à bord. Et une fois l'embarquement terminé et l'avion ayant effectué le pushback depuis sa porte, la courte durée du trajet signifiait que la charge de travail dans le cockpit resterait relativement élevée, d'autant plus que ce vol se dirigeait également vers un terrain assez difficile. Toutes les préparations semblaient avoir suivi les procédures normales, et le vol 257 a finalement quitté Calcutta à 11h54, soit 24 minutes après l'heure prévue de départ. Après le décollage, les pilotes ont ensuite poursuivi leur procédure standard, suivant les instructions du contrôleur aérien qui, finalement, les a autorisés à monter à leur altitude de croisière prévue de 29 000 pieds. Durant cette première partie du vol, ils ont aussi suivi les routes prévues dans leur plan de vol opérationnel pour les guider vers le nord-est à travers les plaines de l'est de l'Inde. Maintenant, leur destination, l'aéroport international d'Imphal, était situé dans l'état du Manipur, au nord-est de l'Inde, à moins de 100 km de la frontière avec le Myanmar. Et l'aéroport lui-même se trouvait dans une large vallée à une altitude d'environ 2540 pieds, entouré presque de tous côtés par un terrain montagneux escarpé. En fait, dans un rayon de seulement quelques dizaines de miles de la piste, plusieurs crêtes s'élevaient à des hauteurs bien supérieures à 6000 pieds. Et à cause de cela, les avions arrivant vers Imphal et se préparant à l'approche de sa seule piste ne pouvaient pas simplement descendre vers la piste dès qu'ils le souhaitaient. Désormais, les pilotes devaient exécuter ce qu'on appelle une approche par palier afin de s'assurer que leur avion reste à des altitudes sûres jusqu'à ce qu'il soit correctement positionné par rapport à l'aéroport et au relief. Pour y parvenir, les procédures s'appuyaient sur plusieurs aides à la radionavigation, la principale étant le VEOR d'Imphal, une balise radio située directement à l'aéroport. Un VEOR, ou radiophare omnidirectionnel très haute fréquence, est une aide à la navigation que j'ai déjà évoquée dans plusieurs de mes vidéos. Et les VOR constituent la colonne vertébrale de la radionavigation à l'ancienne. Ils fonctionnent en émettant des radiales à 360 degrés depuis leur centre, qui peuvent ensuite être captés par le récepteur VOR d'un avion et indiquer la route exacte vers et depuis la station. En pratique, dans ce cas, cela signifiait que les équipages approchant d'Amphal utilisaient le VOR pour trouver leur route exacte vers celui-ci. Et ensuite, afin de pouvoir descendre en dessous de la plus haute des collines environnantes, l'avion devait d'abord survoler le VOR, puis suivre une procédure spécifique pour s'aligner avec le système d'atterrissage aux instruments de l'aéroport.
Ce n'est qu'après avoir intercepté le localizer et le glide slope de cette ILS que la descente finale vers la piste pouvait commencer. Je vais entrer dans les détails de cette procédure un peu plus tard, mais il est important de comprendre que ce système dépendait entièrement d'une chose essentielle. L'équipage devait toujours savoir exactement où se trouvait l'avion, car le système d'atterrissage aux instruments ne pouvait aider que pour la toute dernière partie du guidage vers la piste, et non pour positionner précisément l'avion avant cela. Et dans les régions montagneuses, la différence entre être exactement à l'endroit prévu par la procédure pour l'avion et ne pas l'être pouvait évidemment signifier la différence entre une marge de sécurité avec le relief et une montagne droit devant. De plus, la météo dans cette région rendait souvent la navigation un peu délicate. L'air humide circulant à travers les collines environnantes produisait fréquemment des couches de nuages qui dérivaient au-dessus des montagnes entourant la vallée, réduisant ainsi la visibilité. Les avions en descente vers Imphal passaient souvent l'approche dans de denses nuages, rendant le relief totalement invisible depuis le cockpit. Il était donc essentiel de faire confiance aux instruments et procédures de navigation. Cela peut sembler évident pour la plupart de mes spectateurs réguliers, mais je souligne ce point pour une raison qui deviendra bientôt claire. Après avoir atteint leur altitude de croisière de 29 000 pieds, le vol 257 a poursuivi rapidement vers le nord-est, traversant l'est de l'Inde vers les collines du Manipur. Pour la première partie du vol, les pilotes ont suivi leur route prévue vers le nord-est depuis Calcutta en direction du Bangladesh, après quoi l'itinéraire les a dirigés vers Kumila, qui servait de point de passage de navigation avant de poursuivre vers Agartala, puis enfin vers Imphal. Jusqu'à cette étape, rien ne s'était produit dans le cockpit qui laisserait penser que ces pilotes faisaient autre chose que ce qui était attendu d'eux. Alors que l'avion poursuivait sa route vers l'est, ils ont vite préparé l'arrivée nécessaire avant d'atterrir à cette destination. Lorsqu'on approche depuis le sud-ouest, cette procédure commençait par le VOR d'Imphal que j'ai mentionné plus tôt, et comme il se trouvait directement sur l'aéroport lui-même, il servait de point de référence central pour toute la séquence d'approche. Les équipages en approche devaient d'abord suivre une trajectoire directe jusqu'au VER et le survoler. Et ce passage au-dessus de la balise était important, non seulement parce qu'il confirmait la position exacte de l'avion, mais aussi parce qu'il établissait la référence temporelle et les procédures utilisées pour le reste de l'approche. Une fois que l'avion avait dépassé le VER, l'équipage commençait alors la première partie de la manœuvre d'approche, qui consistait à entrer dans un circuit d'attente où il pouvait descendre d'un minimum de 10 000 pieds jusqu'à 8 000 pieds. Et une fois établi, ce circuit d'attente alignerait ensuite l'avion pour la deuxième phase, le virage de procédure. Sur ce segment, l'avion volerait à l'éloignement du VOR en suivant le radial sortant sur une branche chronométrée durant normalement 2 minutes et 30 secondes, corrigée en fonction du vent. Et une fois à l'éloignement, l'avion était également autorisé à descendre jusqu'à 5000 pieds. Et puisque toute cette manœuvre garantissait que tout le monde savait exactement où il se trouvait à tout moment, elle assurait également que l'avion restait à une distance de sécurité de tout relief environnant. Maintenant, lorsque le temps imparti sur ce segment était écoulé, l'avion effectuait alors un virage conventionnel et descendait encore plus bas, jusqu'à 4200 pieds, ce qui orientait finalement le nez de l'appareil de nouveau vers l'aéroport et lui permettait d'intercepter l'ILS pour l'approche finale vers la piste. Ce type de navigation basée sur le chronométrage était et est toujours courant dans les aéroports dépourvus de couverture radar, comme celui-ci. Les contrôleurs n'avaient aucun écran pour vérifier la position de l'avion ou obtenir des vecteurs radar. Ils devaient donc supposer que les avions suivaient les procédures publiées et qu'ils pouvaient se fier à tous les comptes rendus de position envoyés par les pilotes. Mais cela signifiait aussi que si un équipage se perdait ou ne comprenait pas la procédure, le contrôleur n'avait pratiquement aucun moyen de détecter l'erreur. Pour les pilotes, cela signifiait que la procédure créait en fait un couloir invisible à travers les montagnes. Et tant que l'avion suivait la bonne séquence de cap, d'altitude et de temps, il resterait parfaitement en sécurité à l'intérieur de l'espace aérien protégé. Mais s'il prenait un mauvais virage ou descendait avant d'atteindre les bonnes positions, les choses pouvaient mal tourner sans que personne ne le remarque. Je sais que cela peut sembler compliqué et effrayant, mais c'est pourquoi les pilotes doivent obtenir une qualification de vol aux instruments avant de réaliser ces procédures et de voler par visibilité réduite. Si vous vous perdez, il faut simplement le reconnaître, remonter à une altitude de sécurité, puis revenir au radiophare.
Et nos compétences de vol aux instruments sont évaluées chaque année. De plus, aujourd'hui, cette situation serait très différente. Même dans un aéroport relativement petit, les contrôleurs aériens disposent souvent d'outils de surveillance comme l'ADS-B qui leur permet de voir la position, l'altitude et la route d'un avion sur un écran, même si la couverture radar traditionnelle est limitée. Et en même temps, les avions de ligne modernes naviguent principalement à l'aide de systèmes de gestion de vol basés sur le GPS, qui calculent en permanence notre position, avec une précision bien supérieure aux techniques de radionavigation disponibles au début des années 1990. Nos écrans de navigation actuels indiquent précisément notre position, renforçant ainsi notre conscience de la situation. Mais ce jour-là, aucune de ces couches supplémentaires n'existait. La seule image de la position de l'avion était celle que les pilotes construisaient mentalement en observant leurs instruments. Ou du moins, c'est ainsi qu'ils auraient dû se construire leur représentation mentale. Alors que les pilotes du vol 257 poursuivaient leurs préparatifs de descente à 29 000 pieds, ils se trouvaient encore bien au-dessus de tout relief. Mais bientôt, l'avion commencerait à descendre vers des altitudes plus basses, où la conscience du relief devenait d'une importance capitale. Et à partir de ce moment-là, toute leur marge de sécurité dépendrait d'une seule chose. Ils devaient savoir exactement où ils se trouvaient par rapport au VEOR d'Imphal. Juste après que l'avion ait dépassé la zone de Kumila, la première véritable déviation par rapport au plan de vol déposé s'est soudainement produite. À ce moment-là, l'avion aurait dû continuer à suivre un cap d'environ 0,7 degrés en direction du point de navigation d'Agartala. Et à partir de là, la route déposée aurait naturellement bifurqué vers le nord-est en direction d'Imphal, la plaçant sur une trajectoire alignée avec la géométrie de la procédure d'arrivée normale. Ce n'était pas un hasard. Cette route avait été conçue pour guider l'avion jusqu'à une position où il passerait directement au-dessus du VEOR d'Imphal avant de commencer la séquence finale des manœuvres. Mais maintenant, peu de temps après avoir passé Kumila, l'avion a commencé à s'écarter de cette trajectoire vers la droite. Son cap a lentement augmenté jusqu'à se stabiliser sur une route d'environ 0,53 degrés, soit plus de 40 degrés à droite de l'axe aérien que les pilotes avaient reçu l'autorisation de suivre. Ce nouveau cap orientait l'avion presque directement vers Imphal, contournant complètement Agartala et coupant effectivement un angle de la route. Il semblait donc maintenant que les pilotes visaient directement le point final de la branche vent arrière de l'approche de l'aéroport vers lequel ils se dirigeaient. Ce cap a ensuite été maintenu pendant environ 12 minutes, alors que l'avion continuait vers le nord-est. Et cette déviation n'était pas le résultat d'un dysfonctionnement de navigation ni d'une brève inattention. Les enquêteurs n'ont par la suite trouvé aucune preuve que les équipements de navigation de l'avion avaient connu une quelconque défaillance, et rien dans l'enregistreur de conversation du poste de pilotage n'indiquait que l'équipage était confus quant à leur position. Au contraire, cela semblait être une décision délibérée des pilotes pour simplement raccourcir un peu la route. Ou pour le dire simplement, ils prenaient un raccourci. Dans ce secteur, ce changement ferait gagner plusieurs minutes de vol, la manœuvre n'étant pas inhabituelle. Dans un espace aérien à couverture radar limitée, les contrôleurs aériens dépendaient surtout des rapports de position des pilotes plutôt que du suivi en temps réel. Mais le fait que cela soit normal n'en réduisait pas la violation des règles, surtout sans aucune autorisation des contrôleurs aériens. Et cela nous a également donné un premier aperçu de la façon dont ces deux pilotes opéraient. C'est ce que l'on appelle la normalisation de la déviance, un terme qui a été popularisé pour la première fois lors de l'analyse de la catastrophe de la navette spatiale Challenger, où l'on a constaté que les ingénieurs s'étaient progressivement habitués à de petites anomalies qui n'avaient pas encore provoqué de défaillance. Et parce que ces écarts par rapport à ce qui était attendu ne produisaient pas immédiatement de résultats catastrophiques, ils ont progressivement été acceptés comme normaux. Ce schéma peut aussi apparaître lors des vols, surtout sur les routes fréquemment empruntées par les équipages. Et dans ce cas, le commandant de bord, qui, souvenez-vous, faisait partie de l'équipage ici, avait effectué exactement ce vol 36 fois auparavant. Maintenant, lorsqu'un pilote découvre qu'un raccourci permet systématiquement de gagner du temps sans créer immédiatement de problème, ce raccourci peut commencer à sembler routinier plutôt que répréhensible d'une quelconque manière. Ainsi, avec le temps, cette déviation par rapport à la procédure publiée s'intègre dans le modèle mental du pilote sur la façon dont ce vol doit normalement être effectué, même si la procédure écrite existe toujours pour une raison.
Mais ici, l'avion a simplement poursuivi sur le nouveau cap choisi par l'équipage, tandis que les pilotes continuaient leurs tâches habituelles. Et même si ce raccourci n'a pas immédiatement mis l'avion en danger, il avait discrètement commencé à modifier la géométrie de l'arrivée qui allait bientôt suivre. Après avoir maintenu la route 053 degrés pendant environ 12 minutes, l'avion a ensuite viré encore plus à droite, son cap augmentant jusqu'à environ 081 degrés. Cela a placé l'avion sur une route qui pointait toujours globalement vers Imphal, mais désormais depuis une position nettement plus au sud que la route qu'il aurait normalement empruntée. Ce cap a ensuite été maintenu pendant encore 9 minutes avant que l'équipage ne corrige légèrement vers la gauche, stabilisant finalement l'avion sur une route d'environ 070 degrés. Au même moment, le pilote surveillant a transmis un compte rendu de position au contrôleur aérien. Ce qui a encore compliqué la situation car ce qu'il a maintenant rapporté, c'est qu'ils avaient survolé Agartala, alors qu'en réalité, l'avion était loin de ce point de cheminement. Comme je l'ai dit, la zone de contrôle aérien entre Kumila et Imphal n'avait aucune couverture radar. Le contrôleur n'avait aucun moyen de vérifier la position de l'avion, donc en entendant que le vol 257 avait passé Agartala, le contrôleur a simplement supposé que l'avion suivait la route prévue standard. Il n'avait aucune raison de ne pas croire l'équipage. Cependant, dans le cockpit, les pilotes savaient évidemment qu'ils étaient en train de couper le virage, et ce raccourci avait également modifié l'heure d'arrivée estimée par l'équipage, qui serait désormais à 12h42, heure locale, soit environ 4 minutes plus tôt que leur estimation précédente. Ce n'est pas beaucoup et cela peut sembler insignifiant, mais cela a tout de même influencé subtilement la prochaine décision de l'équipage. Vous voyez, selon le plan de vol opérationnel, la descente vers Imphal devait commencer environ 45 minutes après le départ de Calcutta. Donc, en tenant compte de cette nouvelle heure d'arrivée, cette descente aurait dû commencer vers 12h35, heure locale. Pour une raison inconnue, les pilotes ont demandé la descente plus tôt. La descente a été initiée environ 6 minutes avant ce que la nouvelle heure d'arrivée aurait suggéré, ce qui pourrait indiquer que l'équipage pensait être encore plus proche d'Imphal qu'il ne l'était réellement. Et cette croyance a peut-être été renforcée par la vitesse vraie plus élevée de l'avion par rapport à la valeur qu'ils avaient utilisée pour leur calcul de planification de vol, ce qui donnait l'impression que le vol progressait plus rapidement que prévu. Mais comme ils avaient également contourné les points de navigation qui établissaient normalement le timing et la géométrie de l'arrivée, l'équipage avait déjà perdu à ce stade la référence structurée sur laquelle reposait leur planification. En plus de cela, il est bon de rappeler ici que même s'ils avaient le VOR ou le RMI leur indiquant où se trouvait la balise, ils n'avaient rien pour leur indiquer la distance jusqu'à celle-ci. Mais à l'intérieur du cockpit, tout indiquait que les pilotes pensaient que l'arrivée se déroulait tout à fait normalement. L'avion se dirigeait également globalement vers l'aéroport et les instruments devant eux n'indiquaient aucun signe évident de menace accrue. Mais cette image mentale avait maintenant commencé à légèrement s'écarter de la réalité. En aviation, nous appelons cette image interne la conscience de la situation spatiale. C'est la compréhension continue par le pilote de la position et du déplacement de l'avion, ainsi que de son rapport à l'environnement. Maintenir cette conscience est évidemment crucial, mais cela devient particulièrement important dans les zones de terrain montagneux, où la sécurité du vol dépend non seulement du contrôle de l'avion, mais aussi du fait de s'assurer que l'avion reste dans ce corridor étroit d'espace aérien, où la séparation avec le relief est garantie. Et cette conscience cruciale avait maintenant commencé à faiblir, mais la situation allait empirer. Vers 12h38, alors que le vol 257 poursuivait sa descente vers la zone d'approche, le commandant a observé l'extérieur et commenté le relief visible à travers les trouées dans les nuages. L'enregistreur des conversations du poste de pilotage l'a capté en train d'essayer d'identifier des repères dans le paysage, disant « Voici une colline, voilà une autre colline, et entre les deux… » Et en utilisant ces repères visuels, il a rapidement conclu que l'avion se trouvait à environ 25 miles nautiques d'Imphal. Cependant, le terrain qu'il observait n'appartenait en fait pas à la vallée entourant l'aéroport. C'était en fait une zone accidentée au sud de la vallée, incluant les collines de Tangjing, dont les sommets dépassaient 6000 pieds. Une minute plus tard, l'équipage transmit sa position au contrôleur aérien. Tour d'Imphal, Indian Airlines à 12 miles en approche.
Et cela suggérait que l'avion n'était plus qu'à 12 miles nautiques de l'aéroport, ce qui signifiait que l'équipage approchait du point où la procédure d'arrivée allait bientôt commencer. Mais en réalité, l'avion se trouvait encore à environ 15 miles nautiques au sud-ouest du VOR. Pensant donc qu'ils étaient plus proches du VOR qu'ils ne l'étaient en réalité, l'équipage demanda maintenant l'autorisation de passer directement sur la branche d'éloignement, plutôt que de survoler d'abord la balise. Cette demande fut vite acceptée par le contrôleur d'approche d'Amphal. Mais souvenez-vous à quel point le survol du VOR était vraiment important pour établir la position? Oui, parce qu'ils allaient maintenant sauter cette étape. Au lieu de suivre la procédure à partir d'un point connu dans l'espace, l'équipage du vol 257 tentait maintenant de reconstituer l'approche uniquement sur la base de leur estimation de l'endroit où l'avion aurait dû se trouver, ainsi que de certains repères au sol le long de leur trajectoire qu'ils avaient déjà mal identifiés. Comme je l'ai dit, il nous arrive encore de faire des raccourcis, mais aujourd'hui, ils reposent sur des coordonnées GPS et des équipements de mesure de distance, non sur l'estime et des suppositions. Quoi qu'il en soit, alors qu'ils descendaient au sud de l'aéroport, les pilotes commencent rapidement à manœuvrer l'avion comme s'ils étaient déjà dans l'espace aérien protégé de la procédure d'arrivée. À environ 14 miles nautiques au sud-ouest du VOR, ils ont signalé qu'ils étaient établis sur la branche d'éloignement et peu après, l'avion a viré à droite alors que l'équipage se préparait à poursuivre la descente associée à l'étape suivante de l'approche. Mais bien sûr, l'avion ne se trouvait en réalité pas dans le circuit d'attente. Au lieu de cela, il volait parmi les collines au sud-ouest de l'aéroport, bien en dehors de la zone protégée de la procédure d'approche. Alors qu'il poursuivait la manœuvre, le cap passait progressivement d'environ 196 degrés à environ 210 degrés, et la descente se poursuivait également. Et à ce moment-là, les pilotes étaient descendus à environ 6880 pieds, plaçant l'avion à seulement quelques centaines de pieds au-dessus de certaines des crêtes les plus élevées de la région. Dans le cockpit, tous pensaient encore voler sur la branche sortante de la procédure d'arrivée. À 12h44, le commandant de bord a commenté l'avancement de la procédure et a dit « 2 minutes écoulées ». Il faisait référence au temps prévu pour la branche sortante avant de commencer le virage en direction de l'aéroport, mais le temps réel écoulé depuis le début de la manœuvre n'était que d'environ 1 minute et 35 secondes. Donc, même s'ils avaient été dans la bonne position, ils auraient maintenant commencé ce virage de procédure trop tôt. Maintenant, puisque l'avion n'avait jamais traversé le VOR d'Imphal au départ, les signaux qui confirment normalement sa position dans la procédure d'approche ne sont jamais apparus. Et par conséquent, les instruments qui auraient normalement guidé l'équipage dans le circuit d'attente n'auraient pas du tout présenté les indications attendues. Et c'est la partie que je ne comprends tout simplement pas. J'ai déjà fait des vidéos sur des pilotes qui se sont perdus, mais dans tous ces cas-là, il y avait des éléments qui pouvaient être mal compris ou mal interprétés. Mais ici, l'indicateur radiomagnétique relié au VOR dans leur cockpit aurait dû clairement indiquer qu'ils ne suivaient pas du tout le bon radial sortant. Donc, la seule explication logique était que le commandant de bord, qui pensait très bien connaître ce trajet, se fiait maintenant uniquement à son ressenti pour toute cette approche, en se basant vaguement sur des repères visuels qu'il avait identifiés auparavant, et peut-être simplement en choisissant dans le cockpit les indications qui, selon lui, confirmèrent la position qu'il pensait avoir. Et ce que faisait le pilote chargé de la surveillance, je n'en ai vraiment aucune idée. Il est du devoir des deux pilotes de rester conscients de la position de l'avion, mais rien sur l'enregistreur de voix du cockpit n'indiquait que l'autre commandant avait un problème avec leurs actions. Peut-être faisait-il confiance à son collègue ou ne voulait-il pas s'exprimer pour une autre raison, nous ne le saurons jamais. Mais ce manque de contre-vérification est vraiment déchirant à voir. Et bien sûr, tout cela se passait en même temps que le relief, qui aurait pu alerter l'équipage de leur erreur, restait maintenant caché sous une épaisse couche de nuages qui recouvrait les collines au sud de la vallée. Tout cela signifiait donc que le vol 257 continuait simplement sur son cap d'environ 210 degrés tout en descendant à travers la couche nuageuse, avec ses deux pilotes inconscients des crêtes montagneuses situées à quelques centaines de pieds sous leur altitude. À l'intérieur de ce cockpit, rien d'autre que les équipements de navigation n'aurait semblé immédiatement inhabituel. L'avion restait entièrement contrôlable, les instruments n'affichaient aucun avertissement anormal, et l'équipage pensait suivre la bonne séquence de la procédure d'approche.
Donc, de leur point de vue, l'étape logique suivante serait maintenant de tourner vers l'aéroport, ce qui les placerait finalement sur la route d'approche de l'ILS, un ILS qu'ils ne trouveraient évidemment jamais. Alors, qu'en est-il du système d'alerte de proximité du sol? Ne devrait-il pas les prévenir de tout relief dangereux à proximité? Eh bien, pas tout à fait, et cela s'explique par le fait que ce 737 en particulier était équipé d'un modèle précoce du GPWS qui avait commencé à apparaître sur les avions commerciaux dans les années 1970. Cette version fonctionnait en surveillant l'altitude de l'avion et son taux de descente par rapport au sol directement en dessous en utilisant son radioaltimètre. Et si ce système détectait que l'avion descendait vers le terrain en dessous de lui trop rapidement, il déclenchait une alarme avertissant l'équipage de remonter immédiatement. Mais ce système avait une limitation critique. Ces premiers GPWS, comme je l'ai mentionné, ne pouvaient détecter que le terrain directement sous l'avion, et non pas un terrain qui s'élevait devant sur la trajectoire de vol. Donc, dans les zones où des montagnes pouvaient soudainement s'élever depuis le sol plat d'une vallée, par exemple, cela signifiait que l'alerte arrivait souvent seulement quelques instants avant l'impact, puisque le système ne reconnaissait le danger que lorsque l'avion était potentiellement déjà proche du terrain. Au fil des décennies, diverses avancées technologiques ont profondément transformé la situation. Les avions modernes sont équipés d'un système appelé Système amélioré d'alerte de proximité du sol, ou EGPWS, qui utilise des bases de données détaillées du terrain et le positionnement GPS pour avertir les équipages de la présence de relief qui s'élève devant l'avion et non plus seulement directement en dessous. De plus, la navigation basée sur le GPS et les cartes mobiles affichées dans le cockpit permettent désormais aux pilotes de voir leur position exacte par rapport au relief et aux procédures d'approche en temps réel. Ainsi, l'ensemble de ces systèmes a rendu des situations comme celle-ci beaucoup moins susceptibles de se reproduire. Mais comme je l'ai dit, le vol 257 ne bénéficiait pas de ce type d'avancée technologique, donc ces pilotes ont poursuivi leur trajectoire descendante à travers les nuages, entre les pentes boisées des collines environnantes. À 12h46 et 4 secondes, le contrôleur aérien d'Imphal Approach a contacté le vol 257 pour leur donner une mise à jour depuis le terrain, leur indiquant qu'en approchant par l'est, une partie de l'aérodrome était sous la pluie. Mais le contrôleur n'a jamais reçu de réponse. 12 secondes plus tard, il les a donc rappelés et a demandé leur altitude actuelle, sans obtenir de réponse. Et la raison en était que, pendant que ces appels étaient au passé, le cockpit silencieux avait soudainement été interrompu par l'alerte stridente du GPWS qui s'est déclenchée. Pull up! Pull up! Surpris par cette alerte, les pilotes ont réagi presque immédiatement. Le manche à balai a été tiré vers l'arrière alors qu'ils tentaient de cabrer l'avion, mais ils étaient déjà trop proches pour que la manœuvre d'évitement puisse réellement réussir. Ainsi, à 12h46 et 23 secondes, l'avion a percuté à grande vitesse la pente boisée de la chaîne de Tangjing, arrachant des arbres alors que le fuselage se désintégrait sur le terrain escarpé. Et les 69 occupants ont probablement tous été tués sur le coup lors de l'impact. Le contrôleur d'approche a alors tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec le vol 257, mais sans succès. D'autres avions dans la zone ont alors été invités à essayer de contacter le vol sur les fréquences du contrôle aérien et de la compagnie, mais personne n'a jamais reçu de réponse. Ainsi, à 12h55, l'aéroport a déclaré l'état d'urgence général. Pompiers, ambulances et équipes de recherche ont été mobilisés, tandis que des avions proches cherchèrent des traces du jet disparu. Mais la mauvaise visibilité et les nuages épais ont rendu la recherche très difficile, et les avions ont finalement été contraints d'abandonner leur tentative pour essayer de le retrouver. Quelques heures plus tard, des villageois de la région montagneuse de Tangjing ont signalé avoir vu l'épave d'un avion. Ce qui signifiait que les équipes de secours ont finalement atteint le site environ 5 à 6 heures après l'accident, où elles ont trouvé les restes du vol 257 éparpillés sur la pente boisée et escarpée, à environ 37 km au sud-ouest de l'aéroport d'Imphal, à une altitude d'environ 6700 pieds. L'enquête a finalement déterminé que l'accident n'avait pas été causé par une défaillance mécanique de l'avion, mais qu'il était plutôt le résultat d'une défaillance de la navigation et de la conscience de la situation de l'équipage du poste de pilotage. Les enquêteurs ont conclu que cet accident était un cas classique d'impact sans perte de contrôle dû à une erreur de navigation et à une perte de conscience de la position.
Les recommandations ont souligné le respect renforcé des procédures aux instruments publiés, la meilleure formation des équipages à la conscience de la situation sans radar, ainsi que des directives plus claires pour vérifier la position avant de descendre en zone montagneuse. Mais je pense qu'il y a un autre point ici qui mérite également d'être souligné, c'est le rôle essentiel du pilote chargé de la surveillance. Il est absolument crucial que vous, les pilotes, compreniez que le pilote chargé de la surveillance doit vraiment remplir ce rôle. Surveiller, parce que des erreurs sont encore commises et la personne ayant une charge de travail moins importante est souvent celle qui les remarquera en premier. Et si cela se produit, il faut le signaler clairement pour s'assurer que l'avion retrouve des conditions de vol sûres, et cela ne peut parfois être réalisé qu'avec un pilote chargé de la surveillance qui reste réellement actif. Dans notre cours virtuel sur le Boeing 737, lien en description et, je l'espère, à l'écran, Ben et moi parlons de ces questions et expliquons comment les vrais pilotes de Boeing 737 travaillent réellement dans un cockpit moderne. Si cela vous intéresse ou que vous utilisez des simulateurs de vol et souhaitez le faire de manière plus professionnelle, consultez le cours. Il est fortement recommandé par nos anciens participants. Et aussi, regardez ceci. Ceci provient de notre dernier épisode de la boîte noire et un nouveau va bientôt sortir, alors assurez-vous d'être abonné à cette chaîne. Je mettrai un lien vers la chaîne dans les écrans de fin. Je suis Peter Hörnfeldt, vous regardez Mentour Pilot. Passez une excellente journée et à bientôt. Au revoir.